Bonjour à tous, je suis Cécile Pelletier, je vais animer ce grand plateau auquel je vous remercie d'assister. Peut-être comme nous tous ici, vous enchaînez les étages et les choix cornéliens entre savoir si vous allez travailler sur la RSE, sur l'emploi, sur la décarbonation, sur la souveraineté alimentaire, agricole. Vous avez de quoi faire selon vos secteurs. Là, nous allons parler de secteurs en tension, comment attirer et fidéliser les talents, sans doute un peu plus en Bretagne, évidemment, puisqu'on a des représentants ici de l'Ouest. J'ai à mes côtés, dans le bon ordre, Laurence Fortin, qui est donc vice-président à la région Bretagne, en charge du territoire, de l'économie et de l'habitat. Madame Valérie Frénéat, qui est donc directrice région Ouest de Manpower France, donc Bretagne historique et Bretagne administrative, et un petit peu plus aussi, je crois, vous me l'avez dit, Grand Ouest, voilà. Monsieur Benoît Cabanis, qui est donc entrepreneur, certes, mais qui est là avec sa casquette d'élu à la CCI de Bretagne. Madame Carole Glaise, qui est présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Et Monsieur Rémi Thomas, parce qu'on est dans une belle parité d'intervenants, directeur général de l'entreprise Stalaven, voilà, qui va intervenir à nos côtés. Alors, on va essayer, comment dire, en 3 quarts d'heure, d'aborder le sujet, sans doute, avec ces 2 volets, secteur en tension, autant dire qu'on va pas se mentir, il y a des chances que tous les secteurs le sont. Par contre, on va un peu plus se concentrer sur comment attirer et comment fidéliser. Je me tourne d'abord vers Madame la vice-présidente, région Bretagne. On a lu nombre d'articles cet été sur la question du manque de saisonniers, et du manque aussi d'habitat pour les saisonniers. Ça, c'est une première constatation. Mais globalement, le phénomène a commencé un petit peu avant, juste après la pandémie. On n'est pas juste donc sur des problématiques d'attirer, de fidéliser, là, qui sont nouvelles de quelques semaines. Vous, quel constat vous faites au niveau du territoire et quelles sont les remontées qu'on vous fait, on va dire, en cette rentrée de 2022 sur la fuite de nos talents? Bien, bonjour à tous et à toutes. D'abord, ravi d'être parmi vous pour parler de ce sujet finalement très complexe qui est la question de l'attractivité. On peut voir à différentes échelles. Vous avez terminé votre propos en demandant qu'est-ce qu'on fait par rapport à la fuite des talents. Non, pas qu'est-ce qu'on fait, quelles données vous avez ou quelle photographie vous pouvez nous donner. Peut-être commencer par se dire qu'en Bretagne, le président l'a dit, il l'a redit ce matin, on a un taux d'emploi ou un taux de chômage qui est faible, qui est un des plus bas de France, avec 5,8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est proche du plein emploi. Quelque chose qu'on n'a pas connu en Bretagne, et ce, depuis des années. Donc inévitablement, ça réinterroge, ça réinterpelle. Moi, j'ai entendu mes aînés, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, dire que dans leur début, ils changeaient d'entreprise quasiment du jour au lendemain. Ils n'étaient pas contents à un endroit, et ben ils allaient taper à la porte dans une autre entreprise. Et puis finalement, c'est quelque chose dans notre génération qui nous est complètement passé de l'esprit, parce que c'est quelque chose qu'on nous racontait mais qu'on n'avait absolument pas connu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce contexte-là, où finalement, on est en Bretagne avec une situation quasi de plein emploi, avec, quand je dis ça, on a 40 000 emplois qui ont été créés, mais on a de chômeurs de longue durée, en tout cas éloignés de l'emploi, plus que 20 000. Donc vous voyez bien la différence. Et puis on a effectivement une région qui est attractive, très attractive, mais on n'attire que 17 000 personnes. Et puis on n'attire pas que des actifs. Oui, vous parliez d'attractifs pour les cols blancs, mais pas forcément pour les cols bleus. Oui, ou des retraités ou autres. Ouais. Donc on a une attractivité en Bretagne naturellement. Et après, l'objectif, c'est bien d'être attractif pour les entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet pour adapter les choses. Donc effectivement, ce qui a été criant, là, l'été, c'est la question des saisonniers, mais qu'il l'avait été également pour d'autres productions, je pense notamment à la production agricole antérieurement. Donc on voit bien qu'il faut réinventer, parce que quand on est en situation de quasi plein emploi, eh bien, l'attractivité du métier, donc qu'est-ce qu'on va faire, mais dans quelles conditions on va le faire, et comment on va accompagner, on va dire, cet emploi, ça interroge beaucoup et nous oblige à réfléchir, j'ai envie de dire, collectivement. La région, on a obligatoirement, nous, en charge
pas mal de choses, entre la formation, l'enseignement sup, les mobilités, la question de l'habitat, on pilote pas directement, mais les infrastructures, la fibre et autres. Donc on voit bien qu'on a un rôle important en termes d'infrastructures, mais seul, en mettant juste des infrastructures, ça ne suffira pas pour être attractif. C'est un élément, mais ça ne suffira pas. Alors, Madame Frédéat, quand on a discuté ensemble, Manpower France a fait une grande étude suite à ce qu'on appelle la grande démission aux États-Unis, qui était une réalité quand même propre nord-américaine, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités sociétales là-bas qu'en France. Il n'y a pas de sécurité sociale, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas et que nous avons. Vous avez mené une enquête, Manpower, à l'international certes, mais également en France. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bon, déjà, merci d'être là parce qu'on est en concurrence avec Jean-Yves Le Drian. Donc, franchement, voilà, bravo, merci d'être là. Donc, effectivement, donc Manpower, moi, pour me présenter, je suis en charge de la direction régionale Ouest et Grand Ouest, donc c'est 21 départements. Mais promis, je vais parler de la Bretagne. Et je confirme que c'est une terre d'accueil, puisque moi, j'ai pris mes fonctions il y a un peu plus de 2 ans. Et je suis devenue la plus bretonne des Lyonnaises. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, l'objectif, en tout cas, à partager, c'est vraiment de partager une réalité. Et moi, j'aime bien commencer par des chiffres pour pouvoir dire, mais de quoi on parle quand on parle de transformation du travail. Donc, c'est vrai que le travail temporaire, le recrutement, vous le savez, on est souvent la boussole. Enfin, on a de tout temps été un peu la boussole de l'emploi. Et c'est vrai que on a un certain nombre de comment dirais-je, de tendances qui étaient des tendances structurelles. Tout à l'heure, Marie-Laure Collet en a parlé, de tendances structurelles, c'est-à-dire que les difficultés sur l'emploi, de la pénurie des compétences, elles datent pas d'aujourd'hui, mais elles s'accélèrent, mais effectivement avec un phénomène plus nouveau, qui est cette crise, cette pandémie qui a accéléré en fait les transformations. Donc, je viens aussi avec des bonnes nouvelles, enfin je sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais des informations encourageantes, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu dans la sinistrose, et puis souvent on nous sollicite en nous disant mais où sont passés les demandeurs d'emploi? Mais où sont-ils? Donc ce que je peux dire, c'est que déjà, en tout cas avec les chiffres, les éléments qui sont à notre disposition, on a aujourd'hui un volume le marché du travail temporaire et du recrutement supérieur à 2019. Donc ça, c'est important en termes de dynamique, et notamment la Bretagne, effectivement, est particulièrement encore plus dynamique. Ça veut dire que des demandeurs d'emploi et des intérimaires et des collaborateurs qui sont recrutés tous les jours, il y en a même plus qu'en 2019. Donc c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'ils sont au travail. Donc effectivement, il y a un gros enjeu. Et c'est tout l'enjeu de notre étude, à la fois effectivement au niveau international auprès de 5000 actifs, et aussi au niveau régional et au niveau local, d'être très connecté aux nouvelles aspirations ou aux aspirations des talents. On a fait un focus sur une étude sur 22 000 intérimaires et candidats dans notre vivier. D'accord, 22 000. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de réponses qui nous permettent effectivement d'avoir un échantillon sur ces nouvelles attentes. Et effectivement, il y a un enjeu du bien-être au travail, ou en tout cas de repenser le sens au travail, y compris sur l'école bleue. Ce qui est un peu nouveau, ce qui est un peu nouveau, et c'est vrai que ce grand basculement, c'est aussi effectivement cette comment dirais-je, cette réactivité qu'il faut avoir. C'est-à-dire que l'onboarding, il faut aller très vite, il faut donner du sens très vite, et puis il n'y a plus les signaux qu'on pouvait avoir dans un entretien annuel, on donne une réponse 3 mois plus tard. Non, ça va très vite, il faut donner des réponses très très vite aux talents aujourd'hui, et c'est vrai que l'entreprise, il y a une attente de l'entreprise aussi pour qu'elle soit plus vertueuse. Et nous, en tant que Manpower, on est au cœur de ces transformations, et vraiment notre enjeu, c'est d'accompagner en fait les entreprises vers ces nouvelles attentes, ces nouvelles aspirations, en donnant une lecture aussi sur les bassins d'emploi. Donc d'avoir effectivement à la fois des éléments qui sont des éléments de tendance nationale, mais aussi sur les bassins d'emploi. Et c'est pour ça qu'on a un sujet vraiment très d'ancrage sur les territoires, puisqu'on a une 40aine d'agences là sur la Bretagne. Donc l'enjeu, c'est vraiment aussi de faire du sur-mesure, notamment avec des parcours de nos collaborateurs intérimaires qui sont engagés dans un parcours individuel
personnalisé qu'on appelle MyPass Agent des talents, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Restez quand même, garder la parole. Vous disiez aussi qu'il fallait, on va en parler, de la valeur, et qu'il faut valoriser aussi cette activité intérimaire. Absolument. Qui, on le voit dans la transformation, devient, voilà, avant le Graal, c'était d'avoir le CDI. Aujourd'hui, vous avez du coup trouvé une technique chez Manpower pour valoriser à la fois cet intérim et en donner le Graal en même temps, quand même, pour ceux qui le souhaitent. Alors, on a aujourd'hui un turnover, nous, de nos intérimaires, évidemment, qui explose, puisqu'en fait, 80% des entreprises ont des difficultés à recruter. Donc, on est sursollicité, bien sûr. Donc, la grande majorité, en fait, de nos intérimaires sont embauchés. Pour autant, on a mis en place le CDI intérimaire dans la profession, le CDI intérimaire qui effectivement permet à un intérimaire d'être embauché, en l'occurrence, puisqu'on parle de Manpower, chez Manpower, et d'enchaîner en fait un certain nombre de missions, et surtout de s'inscrire dans un parcours. Parce que dans les nouvelles aspirations, pour faire le lien, il y a une attente à apprendre. C'est-à-dire que je veux m'inscrire dans un parcours, et au-delà de faire, et ça c'est notre métier, de faire le lien entre la demande des entreprises sur le territoire et les compétences, parce qu'il y a une pénurie de compétences quand même aujourd'hui, et les compétences, c'est vraiment aussi d'adapter par cette personnalisation le parcours de chaque intérimaire. Et pour ça, dans nos agences, on a ce qu'on appelle un agent des talents, c'est-à-dire que nos recruteurs, nous aussi, j'ai envie de dire, on a besoin de revisiter nos offres et notre façon de recruter, notre façon d'accueillir. Et on a des agents des talents qui, si vous avez vu la série 10%, qui encadrent une trentaine ou une cinquantaine de demandeurs d'emploi et qui sont donc nos salariés. Et qui peuvent faire un passage. La plupart sont embauchés. Et notre objectif, effectivement, c'est de multiplier les expériences pour plus d'employabilité, mais aussi de les former. On a formé, pour vous donner un chiffre, 4800 personnes sur la région Ouest cette année. Donc ça, c'est une autre forme, et le mentoring en est une autre. Alors pour le coup, il y a un système de. Alors, je ne sais pas si le mot c'est mentoring, mais en tout cas, il y a un système d'accompagnement personnalisé. Ouais, voilà. Et là où on a besoin de nos entreprises, de nos clients partenaires, puisque cette notion-là est importante, vous l'avez évoqué, c'est qu'on a intégré un système de recommandation, c'est-à-dire que nos entreprises recommandent nos intérimaires, ce qui permet à l'intérimaire aussi d'être valorisé, vous parliez de la valorisation, de prendre confiance, et puis ce qui permet aussi, c'est souvent nos ambassadeurs ensuite, pour pouvoir travailler dans une autre entreprise. Et ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est ce collectif, beaucoup plus fort qu'avant. Donc qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui change ? C'est un collectif beaucoup plus fort de plusieurs entreprises qui travaillent avec nous autour d'un projet, parce que les saisonnalités sont pas les mêmes, et nous, on garantit l'employabilité. Je vais faire parler Monsieur Cabanis, parce qu'il a envie de parler. Pardon, Monsieur Cabanis. Je vous ai vu sourire quand même. Est-ce qu'effectivement, vous iriez faire appel à un agent pour recruter vos talents ? Et on va parler aussi d'une petite phrase, une petite formule que j'ai gardée, que vous m'avez évoquée par téléphone, la présomption de confiance. Donc voilà, on arrive avec 2 nouveaux concepts, les agents pour les chercheurs d'emploi et la présomption de confiance pour ceux qui veulent un CDI tout de suite. Pourquoi vous souriez à cette histoire d'agent ? Moi, je viens de découvrir quelque chose, en fait. C'est que j'ai un concurrent à ma gauche. C'est-à-dire que non seulement on a un problème d'attractivité dans nos métiers, mais en plus on a un problème d'attractivité dans nos entreprises. Parce qu'effectivement, je comprends tout à fait la réponse de Manpower qui correspond effectivement à une attente des jeunes d'une grande mobilité, d'une grande liberté. Alors quand je suis de mauvais poil, je dis qu'en plus, ça leur permet d'avoir des droits au chômage de temps en temps. Mais oublions ça. Ils ont surtout envie d'une grande mobilité, d'une grande liberté et de beaucoup de changements. Et résultat des courses, l'offre de Manpower les intéresse. Et résultat des courses, non seulement moi, j'ai un problème d'attirer des gens dans mon entreprise industrielle, dans lequel je ne vais pas faire mon soudeur, il ne va pas faire du télétravail, dans lequel les gars qui gèrent les commandes, il ne va pas rentrer chez lui à 17h parce que la commande, elle doit partir à 19h pour être livrée chez le client. Et en face de ça, en plus, il faut que je fasse une entreprise suffisamment attirante pour que
le gars, il a envie de rester chez moi, le gars, il s'approprie notre projet, qu'il trouve du sens, qu'il soit content d'être chez nous. Toutes les réponses que vous a données ma voisine, elles sont vraies, mais il faut que je les adapte à ma boîte à moi. Et je me sens... Alors, je vais plus pouvoir aller voir une agence d'intérim après, mais je me sens pas client partenaire d'une agence d'intérim. C'est parce qu'on s'est peut-être pas encore assez parlé. Mais en tout cas, sachez qu'ils sont embauchés, c'est-à-dire que vous nous les embauchez. C'est-à-dire que le turnover dont je parlais, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de concurrence, faites gaffe ils parce sont que embauchés. Je vais vous raconter une autre histoire. J'ai un préparateur de commandes qui avait 10 ans de boîte. Il a démissionné le 31 juillet. Et je lui ai dit, Bauer, vous allez où? Ah, j'ai pas de boulot. Je dis quoi? Non, je veux devenir grutier. Et j'ai trouvé une agence d'intérim qui va m'organiser 6 mois d'intérim pour que demain, j'ai une formation qui soit financée pour devenir grutier. Alors, c'est un gars motivé, il n'y a pas de débat, il va faire ce qu'il a dit. Mais vous vous rendez compte de la complexité qu'on se retrouve, nous, industriels, face à ce genre de choses, où on se fait piquer nos talents, avec qui on a travaillé depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a des agences d'intérim qui leur ont fait miroiter des jobs superbes. Voilà. Monsieur Cabanis, ne vous trompez pas de combat. Oui, Maintenant, je voudrais revenir comment sur la vous attirez vos talents, plutôt que comment vous... Je voudrais revenir sur la présomption de confiance. Parce qu'effectivement, un des outils que nous, on utilise dans notre boîte, c'est que ça fait bien longtemps qu'on interdit, que j'en embauche personne en CDD, d'accord? Que quand mon service RH, il cherche des gens, mais il fait son boulot, d'accord? C'est-à-dire qu'il met en avant la marque employeur, il fait attention à valoriser les métiers, il explique le sens qu'on a dans nos boîtes, il explique pourquoi on est là, il explique notre raison d'être, il utilise et il respecte les candidats en leur répondant correctement, rapidement, etc. Pour que dans les réseaux sociaux, quand on parle de nous, on parle de manière positive. Et surtout, une fois qu'on a fait ce boulot-là, on prend notre risque. D'accord? C'est-à-dire qu'on a choisi un gars et on lui dit pas, on va te prendre 2 mois en CDD, puis 3 mois en période d'essai, puis on va la renouveler 4 fois. Non. On embauche le gars, on prend notre responsabilité, on lui fait un onboarding de qualité, on lui fait, on l'accompagne dans la formation, on l'accompagne dans l'intégration. Au bout de sa période d'essai, on lui explique ce qu'il a modifié, ce qui va bien. Si vraiment ça va pas, on renouvelle sa période d'essai. Mais par principe, on assume notre risque, on assume notre responsabilité. Et quand on a fait notre choix, c'est pas au salarié de le faire. Voilà, c'est ça la présomption de confiance. Et c'est aussi comme ça qu'on a des gars qui sont plus détendus, qui n'ont pas peur de faire des conneries, parce qu'ils savent que de temps en temps, ils ont le droit de se tromper, qu'on va les accompagner, qu'on va les aider à progresser. Voilà. Alors, quand vous parlez aussi d'économiser les talents et de les faire monter en compétences en interne, parce que l'idée, une fois qu'on les a attirés, OK. Étape 2, fidélisation, on les garde, parce que sinon, Madame Power, comme vous disiez, elle va les récupérer. C'est ça effectivement, j'ai envie de dire le deuxième message que j'avais envie de faire passer. Hein, c'est-à-dire que oui, on n'a plus beaucoup de ressources. Et oui, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est près du plein emploi. Et je suis ravi quand j'entends Madame Fortin dire qu'il y a plus que 20 000 chômeurs de longue durée en Bretagne. C'est une très bonne nouvelle. Et donc il faut qu'on fasse avec moins, aussi bien. Mais vous avez combien de mecs qui contrôlent ce qu'ils fabriquent dans vos boîtes? On est dans un pays où on a multiplié les contrôleurs, où on a multiplié les mecs qui vérifient, les mecs qui ceci, les mecs qui cela. Alors, là aussi, présomption de confiance, présomption de compétence. Donc, moi, je ne suis pas une entreprise libérée. Hein. Alors là, vous demandez à mes collaborateurs, ils vous le diront, ils ne se sentent pas libres du tout. Hein. Je suis un vrai chef d'entreprise, je dirige ma boîte et je dis les choses et je contrôle. Mais par contre, ils ont leur mission, ils ont leur job, et il y a très peu de gens. On a un organigramme très plat, avec très peu d'échelons, et les gens, ils sont là pour manager, pas pour contrôler. Et tout à l'heure, à la plénière en bas, on parlait justement avec la DG de BPCE, du rôle des managers. Le manager, c'est plus du tout ce que ça devait être. Hein. Un manager, c'est plus du tout le meilleur dans sa fonction. Le manager, c'est un manager. C'est-à-dire, c'est un gars qui sait effectivement gérer les talents, qui sait les accompagner, qui sait organiser le travail, qui sait les faire monter. C'est ça qu'il faut qu'on revisite. Et dans nos PME, c'est des fois compliqué, parce que historiquement, c'est le plus âgé dans le grade le plus élevé qui devient le chef. Ça, c'est une grosse connerie, quoi. Hein, c'est une grosse connerie. Pardon.
Alors ça, c'est du point de vue de l'employeur. C'est une partie, mais on va en parler avec Rémi Thomas, qui est DG, directeur général de Stalaven. Vous aussi, vous faites la présomption de confiance, vous me l'avez dit. Mais surtout, vous parlez beaucoup de marque employeur et aussi de la valorisation pour qu'il y ait un affect, un espèce d'attachement aussi pour que le nouveau salarié ou le salarié qui monte en promotion interne ait de lui-même envie de rester. C'est pas une carotte, on est bien d'accord. Complètement. D'abord, je me réjouis effectivement. Merci à tous d'être là cet après-midi. Et puis, c'est une très belle réussite pour les personnes du FEB, parce que quand je me rappelle, il y a 3 ans, finalement, l'auditoire qu'on avait, c'est vraiment une très belle réussite. Alors, Stalaven, très rapidement, nous sommes basés à Effignac, à côté de Saint-Brieuc. Nous sommes une entreprise qui innove, qui valorise et qui transforme des productions agricoles en produits frais, ultra frais, qu'on commercialise. Effectivement, vous avez complètement raison. Pour nous, avec beaucoup d'humilité, en tout cas, le projet d'entreprise passe par effectivement avoir des équipes engagées. Et c'est vrai que le premier driver à nos yeux, c'est la marque employeur. On a vraiment retravaillé cette dimension de marque employeur depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que la marque employeur, elle doit vous permettre, vous assurer 3 choses. 1, d'intégrer des personnes dans votre organisation. 2, de vous assurer qu'elles restent, et c'est pas simple. Et 3, de vous assurer qu'elles soient investies et engagées. Donc c'est quelque chose de très important, c'est beaucoup plus qu'un tagline, c'est quelque chose qui doit vraiment vous amener à repenser votre origine, votre mission, qui vous êtes, comment vous opérez, l'image que vous avez, à la fois en interne et en externe. Et c'est vrai que cette marque employeur, on l'a travaillée aussi avec nos équipes. On a passé beaucoup de temps en interne en fait pour la développer et pour finalement nos collaborateurs, collaboratrices. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est construire votre réputation, parce que j'ai entendu c'est un problème, c'est une opportunité. Cette réalité, c'est une énorme opportunité pour tous. Le marché, nous sommes en Bretagne, mais le marché n'est pas français, le marché est européen, voire mondial. Et la situation qu'on est en train de vivre, c'est une énorme opportunité. C'est quelque part se mettre encore plus en concurrence et donc faire progresser nos organisations. Et là, c'est pareil, sur cet axe-là de construire sa réputation, construire sa e-réputation. Évidemment que vous devez passer par la presse, être présent sur des forums comme les nôtres, avoir vos sites Internet. Mais aujourd'hui, en tout cas, de nouveau, l'axe prioritaire qu'on a pris chez Stalaven, c'est avant tout de faire confiance à nos équipes, on a un peu plus de 1000, et surtout nos clients. Nos équipes et nos clients, et s'assurer qu'on leur donne les moyens, on leur donne la substance, la matière, le temps pour devenir nos ambassadeurs. Parce qu'au final, voilà, sur la grande région briochine, puisque nous sommes sur Saint-Brieuc, finalement, qui, mieux que nous, peut passer la bonne nouvelle et passer le bon message de Stalaven est une bonne entreprise où il fait bon vivre, c'est avant tout nos salariés, et qui peut finalement confirmer ce message, c'est nos clients. Donc ça, c'est effectivement un message important. Et puis, dernier message, le recrutement, effectivement, il est compliqué, parce que voilà, il y a des situations, sans parler forcément de la grande démission, il y a des situations où vous arrivez, c'est quasiment un entretien inversé. Finalement, vous avez des candidats, ils arrivent avec leur grille de salaire, ils vous comparent. Voilà, l'enjeu là-dessus, effectivement, il est de s'adapter. Donc, il faut aussi repenser comment former vos managers, comment former vos RH à ce type de situation. Ça passe évidemment par des entretiens sous d'autres formes, ça passe par beaucoup plus de rapidité. Mais dernier point très important pour nous, en tout cas on a beaucoup mis l'accent sur le sujet depuis 3 ans, ça passe par passer par des campagnes de stage et d'alternance très importantes. Aujourd'hui, 50% globalement des stagiaires et des alternants qui nous font la joie de joindre l'entreprise restent avec nous. Et aujourd'hui, ça reste aujourd'hui le premier levier qu'on a trouvé pour recruter. Vous l'avez dit, donc c'est pas qu'une histoire de vitrine et de bien communiquer et d'être dans le réseau, c'est aussi d'avoir en interne la fierté aussi de pouvoir exercer un métier, un savoir-faire. Et c'est vrai que je vais donner la parole à Madame Glaise, à Carole Glaise. On en a longuement discuté. On est sur une question aussi d'image de marque des métiers, de connaissance des métiers. Alors, on va en parler pour spécifiquement le métier de comptable qui ne se réduit pas à de la comptabilité. Bien au-delà de ça, il devient stratégique pour les entreprises et les transitions, mais aussi pour les entreprises que vous accompagnez. Justement, c'est là-dessus que vous appuyez, sur la connaissance des métiers, l'image de leur métier, la communication, puisque au niveau de l'éducation nationale, ça ne se fait pas encore trop.
Très bien, merci de le rappeler en tout cas. Effectivement, donc moi je suis la présidente de l'Ordre des experts comptables, mais je suis aussi un chef d'entreprise qui est présent sur tout le territoire breton avec 150 salariés. Donc toutes ces problématiques, je les connais. Et Vous avez le droit de citer votre entreprise. C'est Cohesio. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue en fait témoigner plutôt d'une problématique que nous avons détectée, les cabinets d'expertise comptable, nos structures, il y a déjà quasiment une dizaine d'années. Voilà, et faire part aujourd'hui des actions que nous avons menées. Alors c'est vrai que comptable, voilà, quand on parle d'attractivité, comptable, ça fait pas rêver. Sauf qu'en fait, on a fait, vous voyez, je vois des, oui, non, effectivement, ça fait pas rêver. Et en fait, je pense qu'on pâtit en fait de ce problème de langage, puisque aujourd'hui, les structures d'expertise comptable sont extrêmement mal connues et les missions qui sont réalisées, les missions d'accompagnement qui sont réalisées dans nos structures, sont mal connues. Et il y a 10 ans, justement, ce que je vous disais, on a fait un constat. C'est 8000 salariés en Bretagne, les structures d'expertise comptable, c'est 820 cabinets, et qui accompagnent 90 000 entreprises. Donc vous comprenez aussi notre importance aujourd'hui et saisir en fait ce sujet. C'est comme l'a dit Monsieur Loïc Séné-Girard ce matin, c'est être aussi au cœur de l'économie et donc approprier ce sujet et essayer de le résoudre. Justement, vous voyez notre rôle aujourd'hui. Donc on a constaté qu'il nous manquait des collaborateurs, mais un nombre important. On avait à peu près 5% de l'effectif qui nous manquait et encore plus grave, on avait des fermetures de classes dans l'enseignement, c'est-à-dire des classes de BTS, des classes de master, etc., qui fermaient. Donc, on a fait ce constat, donc on s'est dit, on va pas rester comme ça, on a monté une commission au sein de l'ordre, et on est allé rencontrer les enseignants. Et là, on s'est rendu compte que les enseignants, si je dis ça, ce qui est vrai pour moi va être vrai pour beaucoup d'entreprises. Les enseignants avaient une totale méconnaissance de ce que nous faisions dans nos structures. Donc, alors ça, c'était la première cible. On va parler des actions tout à l'heure. Et puis les jeunes qui, on parle de comptable. Alors comptable, il y a tous des séries, des films où on voit le comptable. C'est quand même pas la personne la plus sexy souvent. Et une image de quelqu'un qui est derrière un bureau, qui est en train de saisir des factures, etc. Mais c'est pas du tout ça. Alors, 2 actions vers ce public que nous avons menées. La première, évidemment, vis-à-vis des jeunes, ça a été d'aller à leur rencontre, mais pas que. Ça a été aussi de leur ouvrir les portes des cabinets. C'est-à-dire que depuis maintenant 3 ans, on ouvre pendant une semaine, avec leurs enseignants, la porte à nos structures. Alors évidemment, on a équipé les professionnels, on leur a donné des kits, ils reçoivent les jeunes, et pour leur expliquer quels sont les métiers, et ils font témoigner d'autres jeunes, d'autres collaborateurs des cabinets. 1000 personnes, 1000 jeunes, 1000 lycéens sont venus dans nos structures l'année dernière. D'accord ? Mais ça, je vous dis, ça fait 3-4 ans qu'on mène cette action. Les enseignants. Alors, les enseignants, ils se forment eux-mêmes. Il faut le savoir aussi. C'est une démarche volontaire, l'enseignant. Donc, on a signé une convention avec le rectorat. Et dans leur plan de formation, il y a une journée qui est organisée sur les 4 départements bretons où on rencontre les enseignants et on leur explique quels sont les métiers qui sont réalisés dans nos filières. On leur explique quels outils on utilise, etc. Et on a même des bêta-testeurs, on les a équipés de nos logiciels, etc., pour qu'ils comprennent la numérisation. Et puis arrêtez de parler de comptable, dites que demain ce sont des data contrôleurs, data scientists, etc. On essaie de rendre un peu plus, vous voyez, sexy les travaux, les missions qui sont réalisées, en tout cas, dans nos structures. Voilà pour les actions que nous avons menées auprès donc du public. Alors là, j'en ai cité quelques-unes. Je vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais voilà, il y en a quand même énormément, mais c'était celles-ci sur lesquelles je voulais m'arrêter qui sont les plus importantes. Et peut-être juste terminer parce que sur les actions, en tout cas vers l'extérieur, puisque là, en septembre, on a ouvert une école. Donc on a ouvert c'est une alternance, comme on l'a souligné tout à l'heure dans la précédente conférence, l'importance de l'alternance, avec un format qui est plutôt original, plutôt que de faire, vous savez, les alternances, si vous en avez eu, c'est 1 semaine à l'école ou 2 semaines, etc. Nous, c'est 4 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc, pour garder le lien, pour qu'il n'y ait pas de rupture, etc. Parce que c'est souvent, quand ils partent, c'est assez compliqué. Donc, fort de ce constat, je vous dis, on a travaillé énormément le sujet. On a mené ces actions. Mais ça n'a pas été tout.
On a Non, mais continué. on le voit, en fait, ça étonne en France, ces reconversions, ces démissions, parce que ça arrive encore une fois brutalement. On est tout au long de la journée, on va le parler, c'est la notion du temps, hein, le temps long pour agir, Ouais. et l'urgence de l'actualité qui nous dit ça devrait déjà être fait pour tous les sujets qu'on a vus. Là, c'est redonner de l'appétence sur des métiers méconnus, pas connus, ou sur des métiers qui méritent aussi d'être améliorés dans les conditions de travail. On ne peut pas en vouloir non plus aux gens, Pas du tout. tout d'un coup, d'avoir des meilleures conditions de travail, de pouvoir travailler à un endroit, d'avoir à côté une mobilité possible, un logement à un prix qui correspond à leurs revenus. Enfin voilà, il y a aussi, c'est pas juste des caprices, j'ai envie de dire, Non. sociétales, on est bien Non, d'accord. non. Mais faire comprendre que notre métier comptable Oui, a du sens. bien Et sûr. quand on voit les rouages au sein de l'économie et les missions, quand les jeunes cherchent un sens à leur métier, je peux vous assurer que chez nous, ils le trouvent. Et vous voyez, je vous ai parlé d'attractivité, je vous ai pas forcément parlé de fidélisation. Alors, ça, c'était avant. Alors, parce que la fidélisation, j'allais dire, au sein des cabinets, les gens, ils avaient bien compris, ça se passait bien, on n'avait pas trop de turnover. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'avec la tension, on a les entreprises, et là, voilà, les concurrences, les entreprises qui viennent chercher nos collaborateurs, puisque en fait, c'est la meilleure école. Hein, ils ont la ruche avec des compétences dans nos structures. Donc là, je connais depuis peu justement, alors aussi des démissions. Alors pas trop. Et justement, on en a quand même connu. Eh ben, on a réagi un petit peu plus vite que les années passées, puisque là, on travaille aujourd'hui sur l'expert comptable. Parce que l'expert comptable, c'est pas un super manager. Mais j'allais dire, et je suis là aussi pour témoigner, c'est pas de notre faute. On n'a pas non plus eu ça dans notre cursus. Hein. Autant on a plein de compétences, mais la compétence de manager, Le métier doit évoluer. exactement. Eh bien, voilà, on les forme. Et là, depuis l'année dernière, mais c'est régulier, hein, c'est tous les mois, c'est un club où en fait, on leur apprend les techniques, le recrutement. Enfin voilà, je vais pas tout dire. Mais en revanche, on bosse sur le sujet, quoi. Donc le métier évolue et en même temps, on aimerait bien qu'il soit un Ouais, peu oui. plus connu dans les cursus. et mieux connu, Il faut tout tout faire à en même fait. temps, voilà. Ouais. Vous me disiez à la CCI, Monsieur Cabanis, que pour le coup, il y a aussi un partenariat qui a été fait avec l'Éducation nationale, je crois aussi, pour la connaissance des métiers. Il y a plein d'actions qui sont faites effectivement vers les jeunes à la Chambre de commerce. Je vous rappelle que la Chambre de commerce, c'est le premier outil de formation après l'éducation nationale en France. D'accord ? Et la Chambre de commerce a la particularité d'avoir un lien direct entre les employeurs et les organes de formation. C'est-à-dire qu'on est capable de monter sur chaque territoire, en fonction des besoins des territoires, des formations adaptées à ces besoins-là. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement un des outils qu'on se doit d'utiliser pour former, accompagner, intéresser la jeunesse à nos métiers. On parlait de valoriser, d'attirer les talents. Commençons très jeunes, effectivement. Allons expliquer ce que c'est que la métallurgie. Tout le monde a fait la promotion de sa boîte tout à l'heure. Moi, je fabrique des vérins hydrauliques. Donc, si vous voulez, ça s'appelle Capsoc Group. C'est une PME de 200 personnes. Hein. Et donc, on est dans des métiers qui ne sont pas très faciles à attirer. Hein. Et donc, il faut les faire découvrir, il faut les faire connaître. Mais la métallurgie d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec celle d'avant. C'est des gens qui pilotent des tours numériques, qui pilotent des fraiseuses, qui pilotent des robots. Donc c'est plus des cols bleus, c'est vraiment quasiment des cols blancs. Hein. Et donc pour leur faire découvrir tous ces métiers-là, les chambres de commerce ont un certain nombre d'outils. Je parlerai de la nuit de l'orientation, où effectivement, pendant une nuit, on présente des métiers. Dans toutes les chambres de commerce, il y a des points d'orientation pour l'apprentissage, pour accueillir les apprentis. Il y a un outil qui est très peu connu, mais quand un de vos enfants jeunes cherche un stage et que le directeur de son école ne veut pas lui faire de convention de stage parce qu'il a déjà fait, vous allez voir votre chambre de commerce et votre chambre de commerce vous fera une convention de stage qui permettra aux jeunes d'aller découvrir le métier. 5 jours. De 5 jours, oui, mais Mais c'est déjà ça. c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et je Pendant crois les vacances effectivement scolaires que pour les lycéens, oui. Oui, oui, c'est vrai. je crois qu'il faut qu'on aille vers cette population, qu'on leur rappelle ce que c'est que nos métiers, parce que s'ils deviennent tous informaticiens et tous développer des jeux vidéo, ça va pas, il n'y aura pas du boulot pour tout le monde. Le partenariat juste dont je parlais, c'est aussi dans le cadre de ce cher Parcoursup, où je crois qu'avec les professeurs qui sont identifiés dans chaque classe comme responsables de l'orientation, je crois qu'il y a une ouverture pour la CCI de parler de certains métiers sur le bassin régional. Mais je vous l'apprends.
peut-être. Peut-être. D'accord, ok. Peut-être, mais en tout cas, il y a un lien très fort, effectivement, Oui, avec entre le monde l'éducation. éducatif et le monde des chambres de commerce. Hein, encore une fois, on a plein de centres de formation en Bretagne. Et voilà, des jeunes, on en accueille beaucoup, oui. Alors, je reviens sur vous, Laurence Fortin, sur deux choses. Juste rappeler quand même que vous êtes mobilisés sur le terrain. On dit que la politique, c'est un temps long, mais là, pour le coup, au moment de la crise là, qu'il y a eu des saisonniers, vous avez quand même fait des initiatives et des expérimentations pour loger des saisonniers. Alors, même si c'est peut-être pas de vous qui êtes directement en charge de ce sujet, c'est intéressant de rappeler ce que vous avez mis en place comme dispositif, qui sera peut-être à pérenniser, je ne sais pas. Effectivement, je vais peut-être vous parler de deux temps. On a le court terme et le long terme. Et donc, l'expérimentation de cet été, c'est aussi écho, on va dire, à toutes les difficultés de recrutement. Et on a testé, que ce soit sur Dinard ou Lamballe, l'ouverture de nos lycées, des dortoirs de nos lycées, des internats. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, on a des internats qui sont occupés 200 jours par an et on a des besoins criants de recrutement. Des entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce qu'elles n'arrivent pas à loger. Et donc, il y a un moment, comment on réfléchit, nous, d'une part sur le long terme, je vais vous en dire deux mots, mais comment, à court terme, on essaye de prendre notre part, et j'ai envie de dire, mais pas seul. Parce que la région Bretagne ne pourra pas résoudre, d'abord parce que ce n'est pas de notre compétence, mais au-delà d'une histoire de compétence, n'aura pas les moyens, n'aura pas la capacité à faire, mais peut être un acteur pour faciliter, pour engager des choses et expérimenter. Et donc, on a expérimenté avec ces internats sur Lamballe et Dinard. On ne l'a pas fait seul, on l'a fait en lien avec les intercos du territoire, et on l'a fait aussi avec les entrepreneurs. Parce que ils sont partenaires, on va dire, également dans l'engagement et dans le suivi et dans l'accompagnement de ces personnes qui sont accueillies dans ces internats. Résultat des courses, ils ont été complets, les internats. On est ici à Saint-Malo sur le bail réel solidaire, un office foncier solidaire. Donc là, c'est un peu technique, mais on démembre la propriété du foncier pour permettre d'acquérir, on va dire, du logement. Et là encore, on a des entreprises qui se sont investies dans ce modèle. Et donc on voit bien, et dans tous les propos, ce qui a été dit là aujourd'hui, il y a deux axes que j'ai envie de retenir. Il faut d'abord ouvrir les portes, dire c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'on y fait, c'est quoi les valeurs de l'entreprise. Mais comment cette entreprise résonne par rapport aux ambitions de nos jeunes et de moins jeunes, mais en tout cas, dans un contexte contraint en RH et contraint en ressources, avec des attentes sociétales fortes, on ne peut plus faire comme avant. Il ne suffit pas de faire, entre guillemets, ou un peu de greenwashing et dire « venez chez nous, c'est très bien, vous aurez un boulot ». Sauf que vous aurez, monsieur et madame, salaire moyen en Bretagne, c'est 1 700 €. 1 700 € x 2, 3 400. Si vous devez vous loger, comment vous mangez ? Dans certains endroits, c'est quasi impossible. J'avais en tête dernièrement des chiffres sur Vannes où on me parle de 7 000 € le mètre carré. Quand il faut faire 40 ou 50 km pour aller au boulot, quand bien même on a un travail, c'est pas possible au prix de l'essence aujourd'hui. Et puis en plus, on va te montrer du doigt parce que ton bilan carbone n'est pas bon. Donc c'est un vrai sujet. Il y a un moment, il y a la complémentarité des usages, parce que c'est en place. Donc on a tous en tête des choses. Et on a des expérimentations à mener qui vont sans doute pouvoir se démultiplier. Là, on a fait l'exemple sur 2 lycées, mais notre objectif, c'est de multiplier par 10, par 15 pour la saison prochaine. Et puis, quand on parle des lycées, on se dit que des internats des lycées, il y a d'autres internats où il y a d'autres systèmes qui ne sont pas utilisés tout le temps. Donc, pour moi, je suis persuadée que la question de la complémentarité des usages, mais dans beaucoup d'endroits, doit être réfléchie, dans beaucoup d'endroits. Et puis, à côté de ça, il faut qu'on réfléchisse sur le temps long. Sur le temps long, alors les régions, on dit parfois c'est long, mais on a été historiquement des régions un peu stratèges, on écrit des schémas. Parfois on nous dit que ça phosphore, mais pour le coup, on a écrit un schéma et j'y ai beaucoup contribué, c'était le schéma sol foncier. C'était en 2017. On ne pouvait pas parler de la fin du foncier, de la fin de la consommation foncière. Depuis, on a été rattrapé par la loi climat et résilience et aujourd'hui, c'est une réalité pour tout le monde. Donc il y a un moment, il faut bien se rendre compte que, y compris sur les énergies renouvelables, quand on voit le prix de l'énergie, qu'il y a des choses qu'on doit essayer d'anticiper. Et donc, il faut former, il faut dialoguer, il faut sensibiliser pour essayer de trouver des solutions. Sur la question des schémas, aujourd'hui, on doit écrire un schéma de développement d'économie d'innovation. C'est la loi. Elle nous dit, vous devez, vous, région, quand vous êtes réinstallés, vous devez réécrire ce schéma. Très bien. On doit aussi réécrire un autre schéma qui est celui de la formation. Très bien.
Donc on peut repartir 2 ans à écrire des schémas. Le choix qui a été fait, là pour le coup, le président de région a été très clair là-dessus. Il a dit, on n'a pas de temps à perdre, mais c'est une obligation légale, donc on va le faire. Mais on va essayer de le rendre utile, tant qu'à faire. Et le choix, nous, en Bretagne, que nous avons fait, c'est de se dire, on va essayer de faire un seul schéma, le schéma de la stratégie économique. C'est quoi notre stratégie en termes de développement économique en Bretagne, compte tenu du contexte, et mettre en parallèle le choix, pas en silo, mais bien intégrer les choses sur celui de la formation et l'enseignement sup-recherche, qui est le 3e schéma qu'on va faire. Ça peut vous paraître une évidence, ce que je vous dis. Vous allez me dire, oui, c'est évident, c'est à faire. D'abord, c'est très complexe, parce que ça oblige tous les acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble à se mettre autour de la table, à travailler ensemble, parce que c'est pas seulement un schéma, il y a des phases opérationnelles après derrière, il y a des décisions politiques, il y a des accompagnements dans des dispositifs, dans plein de choses. Et on est la seule région de France à le faire. Donc, quelque chose qui aujourd'hui peut paraître complètement évident, on est en 2022, te dire que le développement de l'économie de l'innovation est très lié avec celui de la formation et de l'enseignement sup-recherche, et donc ils ne peuvent pas travailler indépendamment les uns les autres. Aujourd'hui, on est la seule région de France à le faire pour essayer d'avancer et répondre sur le court et moyen terme. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une réponse à court terme, essayer de se mobiliser, et on n'y arrivera pas seul. Et je vois bien que sur la question de l'attractivité des métiers, bien sûr, il faut de l'accueil en entreprise. Parfois, il faudra de l'intérimaire, parce que ça répond aussi à une attente sociétale. Un CDI, ça peut être une merveille pour quelqu'un, mais c'est pas pour tout le monde la même chose. Et donc, il faut vraiment réfléchir sur les évolutions des attentes sociétales et comment et l'entreprise et partenaires, acteurs publics, privés, se mobilisent pour répondre aux attentes et compte tenu de tous les enjeux auxquels on a à répondre. Donc là, il y a du boulot. Madame Frénéas, juste pour être très concret, vous, dans un maillage territorial aussi quand même très, très présent, très terrain, vous retrouvez aussi justement à devoir répondre à une entreprise qui dit, voilà, moi je cherche à m'installer, je vais avoir besoin d'un certain gisement, pardonnez-moi le terme, de voilà, exactement, de vacataires ou de travaux temporaires. Elle va hésiter effectivement à dire, voilà, je voudrais m'installer dans l'Ouest. C'est vrai que cette question du foncier, de la mobilité, va forcément intervenir. Et j'imagine qu'aujourd'hui, Rennes, avec ce qu'on a dit sur le prix du foncier, n'est plus aussi attractive qu'elle aurait pu l'être. Absolument. C'est vrai que le logement, de toute façon, l'hébergement est au cœur des problématiques de toutes les entreprises, de tous les patrons d'entreprise aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une réalité et véritablement, on le rencontre. Mais ça me permet de dire par rapport à aux attentes notamment des demandeurs d'emploi. Et je rappelle que les intérimaires sont embauchés, ils n'ont pas vocation à rester intérimaires, ça me permet de le dire. Ils sont embauchés, c'est-à-dire qu'on a mis à l'emploi 330 000 personnes au niveau de la France cette année. Donc à l'emploi. Donc ils sont chez nos clients. Dans les aspirations, notamment par rapport à ces enjeux locaux, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement peu de mobilité. Il y a une volonté de rester sur son territoire. On l'évoquait ce matin, Dinan-Saint-Malo, c'est pas Dinan-Saint-Malo. Et en fait, dans le dernier sondage qu'on a fait sur le local, sur l'acquisition, la première réponse quand on leur demande pourquoi ils sont venus s'inscrire chez nous pour aller chercher un emploi, déjà, ils veulent un emploi durable. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils veulent de la flexibilité, mais dans l'emploi durable. Attention parce que c'est complexe. C'est vrai qu'on peut vite aller sur des vérités comme ça, un peu toutes faites. Mais donc ils veulent un emploi durable. Donc ça, c'est quand même la première. Et pourquoi ils viennent à 30%, pour 30% d'entre eux, c'est sur de la recommandation. Donc on a parlé de la marque employeur tout à l'heure, c'était très juste ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'ils viennent sur de la recommandation, souvent de la recommandation familiale ou dans leur entourage, ou est-ce que c'est une entreprise qui recommande. Donc ça, c'est quand même aussi, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il faut aller chercher que des ingrédients nouveaux et qu'on est complètement démunis et que en fait on jette un peu toutes les anciennes actions avec l'eau du bain. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout le travail qui est fait, que chaque patron, chaque entreprise fait, la première image, c'est effectivement ce que les salariés qui sont dans l'entreprise recommandent. Donc ça, c'est un premier point. Et puis effectivement, dans ce qui est pour le coup beaucoup plus fort, beaucoup plus nouveau, c'est le sujet du digital. C'est sûr que l'acquisition
Donc, il fait vraiment une connexion entre acquisition et fidélisation. C'est vrai qu'on a tendance à faire les choses en silo, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'énergie sur l'acquisition pour acquérir des nouveaux talents, et puis de façon un peu différente sur la fidélisation ou un peu moins fort. Donc, sur le digital, ça c'est vrai que la crise a accéléré la relation avec le digital. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas au cœur des préoccupations, c'est l'humain. Vous voyez, là aussi, des fois, on peut avoir le sentiment de gérer, de jongler avec des paradoxes en permanence. Mais ce qu'ils viennent chercher, c'est une personnalisation, une relation humaine, mais en même temps que le digital facilite. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite sur le digital. Nous, ce que ça nous a apporté au service de nos clients, c'est effectivement une accélération des inscriptions sur notre site manpower.fr et aussi sur notre appli, sur l'appli Manpower, qui est à disposition de tous nos intérimaires, où là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est à la fois avoir évidemment toute la partie administrative très vite, accès à l'emploi. Enfin, voilà, les jeunes aujourd'hui, en 3 clics, il faut que vous ayez répondu à leurs attentes en matière d'emploi, ou alors, même en termes de parcours. Et nous, on a intégré effectivement des propositions de parcours, formation, y compris. Donc, oui, par rapport au logement, effectivement, on est concerné de la même façon. Et là où moi, ça me rend optimiste pour le coup, et en tout cas, nous, on souhaite s'engager, c'est pour ça qu'on s'engage dans les territoires, avec effectivement ce système quand même qui est encore très présent de recommandations et de volonté de s'inscrire durablement dans le territoire. Si je vous invite tous à regarder par la et puis fenêtre. C'est vrai là, qu'il y a vous qu'à voyez, regarder par la fenêtre pour ça se suffit dire qu'on plus. est bien en Bretagne. Oui, mais ça suffit plus. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est la partie attirante qui est aussi pour le tourisme. Maintenant, il va falloir travailler sur autre chose que cette très belle vue. Monsieur Thomas, quand même, vous êtes dans l'agroalimentaire. On est bien d'accord que justement, il n'y a pas que cette jolie façade et ce bel horizon. C'est aussi, vous le disiez, vous, dans votre manière de parler de l'agroalimentaire et du fait que vous avez choisi de faire des produits que vous m'avez décrits comme premium, en tout cas avec des valeurs qui correspondent aussi aux souhaits aujourd'hui des consommateurs et des citoyens, devoir défendre quand on va parler de bien-être animal, de manger mieux, de produire moins. Donc ça aussi, ça compte dans l'agroalimentaire aussi de représenter une vision de l'alimentation et de l'agroalimentaire un peu en mouvement, qui oui, change. Tout à fait. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on y compte beaucoup. On a la chance d'être en Bretagne, en France, 3 personnes sur 4 dans la salle à se nourrir, à se faire plaisir. C'est une des caractéristiques de la France, on en est très fiers. Il y a peu de pays dans le monde qui ont cette relation entre la nourriture et le plaisir. Et c'est ce plaisir qu'on souhaite finalement communiquer et faire adhérer au sein de notre entreprise et s'assurer que ce plaisir, on le retrouve dans l'entreprise et on le communique le plus largement possible à l'extérieur. Et c'est une manière pour nous, effectivement, de fidéliser les équipes. Fidéliser les équipes, ça passe aussi par donner du sens. Mais donner du sens, évidemment qu'on parle de RSE, évidemment qu'on parle de pas mal de choses. Mais finalement, donner du sens, c'est au quotidien. Rappeler à chacun, à tous les niveaux de l'organisation, comment il contribue à ce qu'au final, on a un produit supérieur qui donne du plaisir, qui leur donne du plaisir et qui donne du plaisir. Ça, c'est vraiment très, très important. Puisque vous m'avez quand même parlé d'une nouvelle science que je ne connaissais pas, qui est la saucissonologie. Oui, par exemple, effectivement. Donc, c'est effectivement mettre en place je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord donner du temps aux équipes. C'est retirer des personnes qui sont sur les lignes pour les inviter à aller goûter nos produits, goûter les produits de nos concurrents, les former, effectivement, pour les personnes qui souhaitent être formées, en particulier sur le saucisson. On a toute une formation sur la saucissonologie pour bien appréhender finalement toutes les étapes de la sélection des matières, de la recette, de la sèche. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui nous est cher. Et c'est vrai que dans ce qu'on peut appeler, on entend souvent parler d'employee advocacy. Pour nous, c'est finalement s'assurer que nos équipes sont engagées et sont attachées. Voilà, finalement, notre mission, le produit, c'est finalement ce qui nous unit, c'est ce qui fait notre raison d'être. On est là pour promouvoir les meilleurs savoir-faire et on s'appuie énormément là-dessus. Et d'ailleurs, pour revenir à mon point précédent, même en termes de communication, d'animation en interne, on ne fait pas appel à des cabinets, on ne fait pas appel à des partenaires extérieurs.
on compte sur nos équipes pour penser finalement voilà, ce plaisir, cette supériorité, comment elle va s'exprimer, comment on va la célébrer, comment on va finalement l'intégrer au quotidien. Et on a en fait énormément de belles surprises, hein, puisque beaucoup en fait, d'entre eux nous ont donné 90% des programmes que l'on gère aujourd'hui, dont ceux que vous venez de parler. Donc c'est opération séduction à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise. C'est opération séduction à l'extérieur et à l'intérieur. Avec peut-être un conseil vraiment important pour tous, en tout cas de façon avec beaucoup d'humilité. Ce qui est aussi quand même très important, c'est de s'assurer que toute cette communication, vous restez cohérent. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de marque employeur. Voilà, il faut trouver le juste équilibre entre finalement être sexy, on en parlait tout à l'heure, attirer, mais rester cohérent par rapport à qui nous sommes et la façon dont nous opérons. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir une dissonance, hein, en particulier d'abord pour nous, mais aussi avec les autres, entre finalement ce qui se passe vraiment dans l'entreprise et ce que l'on veut être. Hein. Eh ben, j'aime même ce terme de sexy qu'on a tendance à employer un peu trop souvent. Allons-y sur le même domaine, mais disons plutôt sensuel, dans le sens où on a envie de retrouver du sens. Et je pense que la pandémie nous a surtout appris ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait plein de gens qui avaient cherché un métier ou un emploi pour subvenir à leurs besoins. Et tout d'un coup, cette pandémie a changé le paradigme. Et aujourd'hui, on sait qu'on passe une grande partie de nos vies à travailler. Donc, tant qu'à faire, que cette vie-là ait un peu de sens aussi. Voilà, donc c'est intéressant aussi, ce petit changement. Il nous perturbe un peu, mais tant mieux. Tout à fait. On a un leadership model, hein, comme j'imagine beaucoup d'entreprises. Donner du sens est un des 5 piliers du leadership model. Et on s'auto-évalue, c'est-à-dire que 2 fois par an, on envoie un questionnaire à l'ensemble de nos collaborateurs, toutes fonctions, qu'ils soient CDI, CDD, intérimaires, et on leur demande finalement d'évaluer au final, est-ce que vous retrouvez, est-ce que vous avez du sens dans votre quotidien, est-ce que finalement vous recevez suffisamment de sens de votre manager jusqu'à la direction. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant et on apprend et on essaye de évidemment s'améliorer à chaque retour. On n'est plus dans un modèle descendant, on l'a bien compris. Et les entreprises l'ont bien compris aussi. J'espère que vous avez quelques clés pour attirer et fidéliser. En tout cas, vos témoignages étaient très, très intéressants. Merci beaucoup. C'est un peu court, hein, une petite heure pour aborder tout ça. En tout cas, je vous demande de remercier nos invités et je vous laisse continuer votre journée. Merci à vous.